Bonjour à tous, Olivier, FinEOT. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide des modes numériques. J'évite la première question, on ne va pas parler de licence, parce qu'il y a bien un vocodeur, je vous le montrerai plus tard. Et celui-ci est sous licence. Il y en a un deuxième qui existe, mais il n'est plus accessible aux Occidentaux. Vous comprendrez pourquoi, depuis 2022. Donc voilà, ça c'est les vocodeurs qui existent pour ce type de produit. Alors, pourquoi les modes numériques? Je vais parler de nos modes numériques, entre autres pour la VHF et l'UHF. En effet, à un moment donné, le spectre, on utilisait 25 kg de bande passante. Or maintenant, il est clair que il faut plus de communication. Enfin, pendant une période, on voulait que l'occupation soit beaucoup moindre. Donc à un moment donné, on est passé à 12,5 kg, mais c'était encore trop important. Donc il y en a qui ont voulu décider de faire encore plus petit, 6,25 kg, et on en est arrivé à ce point-là. Donc voilà, je vous montre à peu près un exemple. Donc on considère qu'une communication, elle est sur 12,5 kg, et en fait, avec les nouvelles normes qu'on veut mettre en place en numérique, on va pouvoir essayer de faire du 6,25 ou du 12,25, mais en fait, on met deux communications à l'intérieur. Le but, c'est que vous ayez toujours une communication qui fait 6,25 kg. C'est la largeur c'est l'excursion qu'on veut essayer de faire, mais on ne peut pas descendre plus bas, donc on fait au mieux avec ça. Alors, vous avez plusieurs présentations. Donc, actuellement, à gauche, vous avez, en fait, en numérique, vous avez deux types de modulation. Vous avez les modulations FDMA, c'est la fréquence qui change. Et vous avez les modulations TDMA, c'est le time slot, c'est-à-dire qu'on découpe votre communication en deux ou quatre parties. Ça existe. Donc là, par exemple, à droite, comme vous pouvez le voir, sur le TDMA, on a bien une excursion de 12,5 kg pour le niveau radio, mais on a bien deux communications qui sont à l'intérieur. Donc slot 1 et slot 2. Ouais. OK. Au milieu, vous avez du FDMA, donc on a considéré que c'était 6,25, donc vous avez deux canaux adjacents. Et à gauche, complètement, vous avez 12,5 kg en FDMA aussi, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une communication pour 12,5 kg. Le FDMA a une... alors, on est d'accord qu'on utilise moins de puissance puisqu'on est comment dire, l'excursion est beaucoup moins large, donc on a beaucoup moins besoin d'énergie pour justement faire cette communication-là. L'inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir des performances dégradées si vous avez deux signaux qui sont l'un à côté de l'autre, ils peuvent se brouiller. Le TDMA, si vous avez les deux communications en même temps, vous avez le temps qui change, donc vous avez 30 millisecondes pour une communication et 30 millisecondes pour une autre. C'est un des exemples qu'on a. Et donc, vous avez le même matériel. Par contre, si une communication n'est pas établie sur, par exemple, le slot numéro 2, vous y envoyez quand même de l'énergie pour émettre sur ce canal, mais il est vide. Voilà. Alors, j'ai mis ici une liste détaillée d'un certain nombre de modulations qu'on entend parler. Je vais vous parler de DMR, de NextDash48, du NextDash96, du DPMR, du Tetra, du P25 phase 1, phase 2, du Yaesu, et je dirai ce que j'en pense. Je l'ai déjà dit, certains le connaissent déjà, mon point de vue. Le D-Star et le Digital Voice. C'était les premiers à vouloir faire ça. Je ne parlerai pas des vocodeurs qu'on va dire open, puisque malheureusement, j'ai très peu d'infos et ils sont peu utilisés. Donc tous, sauf le Tetra, utilisent le même vocodeur d'une société américaine. En fait, c'est le même vocodeur pour tout le monde, c'est simplement la programmation de ce vocodeur qui fait que ça fait une différence. Là-dessus, on va parler aussi des organismes ou de l'origine de cette modulation. À part le Yaesu, tous sont en accès libre. Vous pouvez les trouver, ils viennent forcément de structures, on va dire, associatives. Sauf, l'Alanco était un peu particulier et le Yaesu est une société. Le vocodeur, on sait lequel j'utilise, c'est celui de DVSI. Par contre, le protocole est fermé.
On a réussi à trouver, il y a quelques années, le protocole en 32 pages. Pour le DMR, pour les autres, c'est plus de 400 pages. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations qui sont secrètes et qui sont gardées par Yaesu. Tout ce que je peux vous dire au final, c'est que le Fusion, comme il s'appelait au départ, C4FM, c'est à base de P25 avec un protocole particulier propriétaire d'une part et surtout rattaché pour les radioamateurs. Voilà. Ça vous donne une idée des choses. Alors le numérique, les avantages que ça a, c'est que ça peut être plus comestible. C'est un peu du tout ou rien. Vous avez une meilleure qualité au niveau audio. Bien sûr, il faut entraîner son oreille. Ça ne se fait pas tout seul du premier jour. C'est une modulation un peu particulière pour certains. Maintenant, ça se voit de moins en moins, mais au début, c'était vraiment visible, ou du moins audible. Et ben, par contre, quand ça ne passe plus, ça ne passe plus. Il ne faudra pas chercher à vouloir faire une petite différence ou essayer d'améliorer les choses. Ça ne marchera pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'était tout. C'était une présentation, je vous avais dit, rapide. Je crois que j'ai été assez rapide. Si vous avez des questions, différentes questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a un peu de retour sur les différents modes utilisés? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur les autres? Alors, très sincèrement, alors moi d'une part, je ne suis pas forcément contre les modes numériques, mais je trouve que c'est un complément à ce qui existe déjà, même à l'analogique. Vous avez certaines structures qui n'utilisent toujours pas le numérique, et pourtant ils pourraient. La plupart du temps, le DMR a bien avancé. Il a été beaucoup utilisé. En France, en montagne, c'est beaucoup plus le NextEdge qui est utilisé. Voilà, ça dépend de l'utilisation que vous en faites et surtout de ce que vous avez besoin. En montagne, ils ont peu d'électricité, donc si ça ne consomme pas d'électricité, c'est préférable. Donc ils n'utiliseront pas des modes qui sont en permanence en émission et qui risquent de plutôt consommer de l'énergie pour rien faire, quoi. Voilà. Quel mode en particulier consomme? Le Tetra, puisque lui, il est en permanence allumé, même s'il n'y a pas de communication. À Rennes, par exemple, les systèmes qui s'utilisent, ils commencent à réfléchir à ça, puisque l'électricité coûte cher, donc ils arrêtent les modes. Dès qu'ils n'ont plus besoin des bornes, ils les arrêtent. Voilà, ça fait de l'économie. Le NextEdge étant étroit, le 4006 par exemple, c'est souvent utilisé en montagne parce que justement, il peut être mis sur des panneaux solaires et de la batterie et ça tient plus longtemps que si c'était du DMR ou des choses comme ça, des choses en TDMA. Ça fait pas mal d'années de retour de ces différents modes numériques. Au niveau Amérique, nord ou sud ou Europe, est-ce qu'il y a une modulation qui tend à sortir? Non, là, très sincèrement, les Américains sont très P25, surtout ce qui est fédéral. Ils utilisent beaucoup ça. Au Canada aussi, même chose. Comme l'Europe est un peu à l'origine du DMR, c'est plus chez nous que c'est apparu. Donc c'est pour ça que c'est plus développé chez nous. Il y a le Tetra aussi, puisque comme vous pouvez constater, il y a un certain nombre de normes qui ont une origine européenne. Voilà. Et pour le D-Star, c'est l'origine, c'est la JARL qui a créé le protocole. Donc tous les protocoles à part le Yaesu sont ouverts, sont accessibles. Voilà. Il faut aller les chercher. Comme je dis, il y a des gros pavés et c'est compliqué. Oui, il y a une question là-bas. Bon, sur le protocole Yaesu, il y a quand même beaucoup de reverse engineering qui a été fait par G4KLX, par exemple, pour justement coder dans la même DVM host. Donc, du coup, il y a beaucoup de suppositions. Ça fonctionne ce qu'il a fait, donc je pense que... Et il n'est pas loin, mais ce n'est pas documenté, sauf dans son source. Alors, il y a bien une librairie qui existe au niveau, on va dire, pour tout ce qui est numérique qui est utilisé, justement, tout ce qui vient de DVSI, qui est la société qui a créé le vocodeur. Vous pouvez trouver la librairie. Elle est accessible.
Par contre, il y a de fortes chances que malheureusement ça a été piraté ou quelque chose comme ça. C'est du reverse engineering, donc bon, ça... Il y a des choses qui sont suspectes quand même, mais bon, on est d'accord là-dessus. Oui, non, mais ce qu'il a fait, là, parce que si on regarde, c'est sur groups.io, le groupe OpenDV, ce qu'il avait fait, il a demandé aux gens de renvoyer les trames d'échange en fait entre les TX et il a dû passer un temps fou donc à déduire en fait comment ça marche. Hein. Axel F4GNT, est-ce que tu as eu l'occasion d'un peu expérimenter avec le M17? Non, pas du tout. C'est bien pour ça que je disais que tout ce qui était open source, je ne l'ai pas fait. Pas de souci, désolé. Au moins le mentionner en fait. Parce que, moi c'était plutôt une réflexion justement, et tu disais que c'était pas très utilisé. Mais si on n'en parle pas lors de conférences comme aujourd'hui, on risque malheureusement pas moi d'aller le j'avais voir. pas accès, donc c'est pour ça que j'ai pas abordé les sujets. Ok, éventuellement le mentionner, au moins dire ça existe. Le codec est open source. Il y a M17 et FreeDV. Malheureusement ils ont pas, enfin on en entend très peu parler. Ben justement, c'est le dommage, jour. mais c'est comme ça. C'est l'occasion. Sur le mode DV en HF, ils avancent un petit peu ou... J'en ai aucune idée. Oui, d'accord, ok. Ouais, Olivier, je voulais te demander à propos des signaux de Tetra sur Rennes. Oui. Apparemment, maintenant, donc ces fameuses porteuses qui étaient permanentes avant, Oui. elles retombent. Oui. Est-ce que c'est une forme de timer Oui, sûrement. Ouais. Mais ça, jusqu'à maintenant, il est laissé en permanence allumé, mais je pense que comme elles sont en émission permanente, puisqu'elles ne s'arrêtent jamais, tu as donc de toute façon la balise, on va dire la voie balise qui permet d'indiquer où tu dois aller. Et dès qu'il y a besoin, hop, ça allume et ça permet la radio commute automatiquement sur la bonne borne. Donc Jérôme F4 AGI. Moi j'habite dans la Manche, je viens du Radio Club Nord-Cotentin de Cherbourg. Oui. Et en fait, dans la Manche, il y a eu une volonté de monter des relais numériques à différents endroits. Donc il y a actuellement 3 relais numériques multimode radioamateurs qui fonctionnent. Alors je parle du monde radioamateur parce que là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées dans le monde radioamateur. Elles sont plus ou moins toutes utilisées en mode radioamateur. Oui, alors en tout cas en France, ce qu'on connaît essentiellement, c'est DMR, D-Star et C4FM sous fusion. Je sais qu'il y a un petit peu de P25 de façon un peu confidentielle à certains endroits, ou Tetra peut-être, mais c'est quand même assez... Tetra à Lille, Paris, il y avait du P25, mais ça fait longtemps qu'on l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, c'est à peu près ça. Donc en tout cas, à la question quel est le mode le plus utilisé, je suis pas sûr qu'il y ait un mode qui soit parmi les 3 en tout cas qui sont les plus connus. Je suis pas sûr qu'il y ait un mode qui surpasse les autres. Le DMR, avec les postes chinois, on a souvent des postes peu coûteux que beaucoup achètent, que tout le monde ne sait pas forcément programmer. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que quelqu'un lui a programmé son poste, l'OM est assez tranquille parce qu'il lui suffit juste de... On ne touchera pas au poste après, oui, on est d'accord. Voilà. Le Yaesu C4FM, là... le mode de fonctionnement est aussi assez simple. En fait, il y a une touche sur laquelle on appuie. Après, on choisit dans la liste quel réflecteur on veut choisir ou quel room, enfin peu importe quel salon. Voilà. Et puis le D-Star, c'est un peu le plus ancien, qui était en France en tout cas, moi, à ma connaissance. Donc finalement, et puis la qualité au début du D-Star était un peu moins bonne que celle des autres. En tout cas, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que on a beau avoir 3 relais, fait pas mal de présentations, d'avoir voulu proposer d'assister les OM qu'ils souhaitaient, etc. Ça accroche pas tellement en fait. Je m'aperçois que... C'est souvent un souci c'est l'investissement. Il faut quand même investir dans un poste. Là, comme je vous montre plusieurs normes numériques, en fait, à chaque fois, c'est un poste. Oui, tout à fait. Et donc c'est aussi ça. Moi, j'ai amené ma collection entre guillemets de postes. J'en ai un à chaque fois. Oui, c'est des monobandes, donc j'en ai un à chaque fois. Tout à fait. C'est pour ça que je rejoins un petit peu la réflexion qui a été faite tout à l'heure sur l'utilisation soit de logiciels, soit de matériel qui soit open source ou open hardware.
c'est quand même assez intéressant parce qu'il n'y a plus besoin d'investir, il y a juste besoin de bricoler un peu plus ou de changer le module correspondant. C'est-à-dire que là, on a parlé de M17 tout à l'heure, le codec il est libre, il évolue au fur et à mesure, c'est juste soit des mises à jour logicielles, soit des mises à jour de firmware sur des postes modifiés, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant en fait. Mais le truc aussi, c'est que beaucoup, maintenant, des gens veulent que ça soit du tout fait. Et Ouais, ça, alors faut y penser. là, on s'éloigne de l'expérimentation radioamateur, tout à qui est quand fait, même mais le but justement, initial de notre... Je hobby. suis d'accord, mais si tu regardes bien, il y en a beaucoup qui veulent le tout fait. Bah, dans ce cas, on achète un poste DMR, on le fait programmer par son voisin, et puis voilà. Même, mais on devrait s'en occuper soi-même, mais même là, tu vois, même, pour même la ça, programmation, il y a des gens ça qui ne le coince. font pas. Donc, Ouais. ouais. Mais c'est ça. Le problème, c'est l'investissement personnel qui commence malheureusement pour certains à s'effriter, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc 4JQ double, ça me fait rebondir justement ce que tu dis, et toi aussi, là, la question des compétences et du temps alloué. Est-ce que tu as des sources, un site, des endroits où on peut éventuellement trouver des choses pour pouvoir apprendre à programmer son poste, que ce soit un D-Star, un Yezu, un DMR? Malheureusement, alors personnellement, moi je fais beaucoup dans le Motorola, donc la marque Motorola. Donc ça fait, j'ai commencé en 97 avec du Motorola. On est en 2024. Donc j'ai appris par moi-même. Il y a des gens qui ont voulu me recruter parce que je savais programmer mes radios moi-même et qui étaient professionnels. Donc ça montre que j'avais quand même pas une mauvaise compétence. Mais j'ai dit, mais moi en radio, j'y connais pas grand-chose ou très peu. Duplexeur, je sais pas les régler. Moi, ça m'a... Enfin, programmer, c'est rigolo, mais c'est fatigant, quoi. Surtout quand tu as 300 postes à faire en même temps, c'est fatigant, quoi. Donc j'ai dit non, mais moi ça m'intéresse pas forcément, mais non, malheureusement il y a très peu de documentation. Ouais. C'est un peu, faut que tu te débrouilles ou quelqu'un te donne. C'est un peu ce que j'ai commencé à voir, ouais. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, moi pour le Motorola, j'ai des gens qui m'ont aidé et j'ai pu avancer comme ça. Rémi, F4JWP. Alors, c'est pas pour ajouter au troll. Il existe un logiciel qui s'appelle Chirp, qui est capable de parler en port série avec pas mal de transceivers. À partir du moment où ça marche pas pour son propre poste, comme c'est du logiciel libre, il nous appartient de développer le petit morceau qui manque pour ce poste-là. Et puis, automatiquement, il sera remis à disposition de la communauté dans la foulée. C'est le principe du libre. Et c'est le principe du bricolage, du radioamateurisme et du partage. Donc Jérôme, F4AGI. Par rapport à la documentation, tout ce qui est lié au D-Star, il y a le site D-Star France qui pendant un moment faisait beaucoup faisait pas mal d'articles pour vulgariser l'utilisation du D-Star. Après, les autres modes DMR C4FM, il y a des OM ou des radioclubs qui publient des articles. En cherchant un petit peu sur Internet, on arrive quand même à trouver de la documentation. Et c'est vrai, on arrive à se former soi-même, mais c'est plus facile quand on se fait accompagner de quelqu'un qui connaît, ça c'est évident. Il y a des passerelles aussi, je crois, qui permettent d'attaquer un C4FM et qui ressort en DMR, etc. Oui. Sur multiplateforme, multi-modulation. Ouais. Alors ça, c'est pas mon style de vie. Moi, je préfère rester DMR sur toute la ligne et pas changer de mode. Mais c'est faisable, c'est réalisable. Après, ça dépend des qualités audio qu'on peut ressortir. Des fois, c'est compliqué, on entend plus difficilement. Pardon ? Non, c'est en fait souvent c'est numérisé ou des choses comme ça, mais faut éviter justement de numériser une voix qui est sortie d'une radio, qui est décodée parce que c'est pas une bonne qualité. Hein. Donc souvent, pour Motorola, pour connecter tout leur système ensemble, on n'a bien qu'une prise RJ45 qu'on met sur le relais, mais derrière ça sort déjà, c'est numérisé, c'est pas redécodé ou mis en clair, quoi. Mis en voix simple, quoi. C'est vraiment, ça cherche à la source pour éviter justement ça. Et d'ailleurs, dans certaines fiches d'application, ils disent bien, si vous voulez faire
un transpondeur ou un relais avec 2 radios, non. C'est pas possible parce qu'il y a une synchronisation des 2 radios, enfin, c'est plus complexe qu'on ne pense. Et juste F4IJ, Yannick, juste une remarque pour les libristes. S'il y a des gens qui veulent s'intéresser au M17 et comprendre ensemble, le club est fait pour ça. Ne me demandez pas, parce que moi je comprends pas grand-chose à ça. Mais s'il y a des gens compétents, on fera des trucs et on comprendra ensemble. Je pense que c'est une bonne conclusion. D'autres remarques, questions? Merci Olivier. Merci. Bravo.